Salut, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler ce que le voyage m'apprend sur le business et la liberté. Je suis désolé pour la précédente vidéo, j'ai essayé de corriger ça au montage. Normalement, on croise les doigts, ça devrait être bon. Mais je me suis aperçu qu'il y avait un décalage entre le son et l'image. Donc j'ai fait des tests. Normalement, cette vidéo, ça devrait être mieux, j'espère. Si c'est pas le cas, dis-le moi en commentaire. Et si c'est le cas, dis-le moi également en commentaire pour confirmer, ça me ferait plaisir. Alors cette vidéo, ça va être une continuité de la précédente vidéo sur ce que personne te dit sur le lifestyle digital nomade en 2026, vu que c'est quand même important. C'est quand même lié. Il y a plusieurs choses dans mon cas. Ce que le voyage m'apprend sur le business et la liberté. Déjà, c'est au niveau de l'état d'esprit, du mindset finalement, parce que tout tourne autour de ça, du mindset. Et en fait, tu te rends compte, quand tu fais l'expérience, déjà, tu vois l'expérience quand j'ai voyagé 2 ans en Asie de 2022 à 2024. Au départ, tu te fais toute une montagne, tu te dis oulala, mais putain, c'est un voyage de. Enfin, oui, effectivement, c'est un voyage de fou, mais tu te dis oulala, est-ce que je vais y arriver à déjà développer mon business, travailler de là-bas, comment je vais faire pour gérer les papiers, les visas, le côté administratif, la banque également, toutes les questions pratiques, comment je vais faire pour payer à l'étranger, est-ce qu'au bout d'un moment, parce que généralement, tu sais, tu as l'histoire de la résidence fiscale, si, par exemple, pour payer, enfin, payer tes impôts en France, mais surtout pour avoir un compte en banque en France, il faut que tu fasses des opérations en France au cours des 6 derniers mois, parce que c'est toujours lié au statut de la résidence fiscale. Il faut que tu passes 6 mois minimum sur un territoire, en l'occurrence sur le sol français, pour bénéficier. Alors, je vais pas dire de bêtises, comment dire, pas de la nationalité, c'est différent, ça n'a rien à voir, mais au niveau de la banque, tu as des réglementations. Et donc, je m'étais renseigné sur les conditions, et si par exemple, tu n'effectues pas d'opération sur le territoire français au cours des 6 derniers mois, comme un paiement, un retrait, la banque est en droit, d'après ce que j'ai compris, à prendre avec des pincettes, de soit suspendre tes comptes, ou en tout cas suspendre ta carte, etc., enfin ton moyen de paiement. Et donc là, c'était quand même assez problématique. Et c'est pour ça, notamment au niveau bancaire, parce que le moyen de paiement, c'est quand même la base, hein, peu importe ce que tu veux faire dans le monde tourne autour des 6 lettres, l'argent. Que tu le veuilles ou non, il y a plein de choses dans le monde, ça fera l'objet d'autres vidéos, enfin ce que la vie m'a appris, c'est que bah voilà, que le monde est entre guillemets injuste, t'as des choses bien, t'as des choses pas bien, t'as les gentils, les méchants, c'est plus complexe que ça, mais en gros, la réalité c'est que oui, effectivement, le monde tourne autour de l'argent, c'est toute une affaire de lobby, toute une affaire de finance, et que bah voilà, peu importe ce que tu vas y faire, comme là le voyage, si tu veux voyager, financer ton voyage, tu veux faire des activités, voilà, ne serait-ce que prendre le billet d'avion, le logement, te restaurer, peu importe ton niveau de vie, ce que je parlais dans la précédente vidéo, t'es pas obligé d'aller dans les hôtels de luxe ou voilà, des restos gastro et compagnie, mais même si tu vas sur du pas cher, ça te coûte quand même un minimum d'argent. Et d'ailleurs, le pas cher, c'est encore un autre sujet. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo que j'ai appris justement récemment. C'est que le pas cher coûte cher finalement. Le pas cher coûte plus cher. J'ai fait l'expérience dans plusieurs domaines. C'est des trucs anecdotiques, hein, mais bah là par exemple, la dernière fois que j'étais à Maurice, j'ai acheté une paire de tongs de sandales qui a des imitation Quicksilver à 40 balles qui ressemble un peu à des sandales Birkenstock. Et au final, elles étaient pas mal, sauf qu'elles ont tenu 15 jours. Après, elles ont commencé à être, elles ont commencé à être défoncées. La semelle qui se décolle à gauche, après c'est l'autre, à droite. Enfin bref, j'ai collé ça à la glu. Au final, je le garde pour chez moi. Mais du coup, avant de repartir ici à Maurice, j'ai commandé des sandales qui sont là-bas. Des sandales Birkenstock. Alors effectivement, c'est pas le même prix. C'était 120 ou 130 balles. Je crois que celle-là, c'était 120. C'est un coût, certes, mais à un moment donné, il n'y a pas de secret. La qualité, ça se paye. Et ça n'a rien à voir, effectivement, c'est beaucoup mieux. Bref, petit aparté. Pour en revenir au domaine bancaire, je m'étais renseigné, il y avait plusieurs banques, plusieurs solutions qui étaient intéressantes. Il y avait notamment la filiale de la banque en ligne de la Poste qui est Hello Bank. Et en fait, si tu veux, il faut savoir que les banques, tu as plusieurs typologies de banques. Tu as les banques classiques, les banques physiques, Crédit Agricole, qu'est-ce qu'on a? On a la BNP, Crédit Lyonnais, enfin bref, etc. Les banques traditionnelles, quoi. Ensuite, tu as les banques en ligne, comme Fortuneo, filiale de Crédit Mutuel Arkea. Tu as Hello Bank, donc banque en ligne, filiale de La Poste, adossée. Et en fait, les banques en ligne, il faut savoir qu'elles sont toujours adossées à des banques traditionnelles, des banques physiques. Donc, tu risques rien, tu as les avantages sans avoir les inconvénients. Alors oui, effectivement, les
inconvénient de banque en ligne comme par exemple Fortuneo, là où je suis, t'as pas un conseiller dédié, contrairement à des banques classiques. Ça fera également l'objet d'une autre vidéo. Moi, ce que j'ai fait, le meilleur compromis que j'ai trouvé par rapport à ça, c'est d'avoir un petit peu tout. Le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que j'ai la banque traditionnelle, comme là le Crédit Agricole. D'ailleurs, Crédit Agricole, ça dépend vachement des politiques régionales des caisses, vu que le Crédit Agricole fonctionne par caisse régionale. Et en fonction de la caisse où tu es rattaché, tu vas avoir des conditions qui sont plus ou moins avantageuses. Moi, dans mon exemple, avant, j'étais, parce que j'ai déménagé plusieurs fois, j'étais à Bordeaux, Montpellier, Toulouse, enfin bref. Et à Toulouse, donc je dépendais de la caisse Occitanie de la Haute-Garonne. Et c'était pire que ça, je dépendais d'une petite banque, d'une banque d'un petit village quand j'étais avec mon ex. Parce que voilà, on avait mis le siège là-bas, on avait tout mis là-bas pour différentes raisons, notamment fiscales et pratiques. Et au final, c'était une des pires banques. Ouais, elle était complètement à l'ouest, c'était pas bon, les conseillers étaient pas compétents, parce que généralement, tu as des systèmes de rotation. Dès qu'un conseiller, le conseiller particulier, il est bon, le conseiller particulier, c'est la première étape, il passe sur du conseiller pro, sur la clientèle professionnelle, et il va dans d'autres banques, et bref. Et tu te coltines un petit peu, entre guillemets, les boulets par rapport à ça. Et donc, il n'y avait aucun suivi, enfin bref, je te passe les détails, et du coup, c'était pas bon, les conditions effectivement tarifaires, la banque n'était pas du tout compétitive par rapport aux autres, et j'étais à deux doigts de tout, tout solder, tout transférer. Et après, quand j'ai déménagé, donc je suis repassé là où j'étais, donc à une autre caisse, cette fois-ci Charente-Périgord, la caisse originelle, on va dire. La boucle était bouclée, et là, rien à voir, conditions beaucoup plus avantageuses, beaucoup plus intéressantes, prix beaucoup plus compétitif. Pour le même prix, voire moins cher, tu as mieux que les autres, que ça soit au niveau de l'assurance auto, la mutuelle, parce que la Massif à l'époque elle était bien positionnée, beaucoup moins maintenant depuis que, enfin bref, voilà, c'est l'évolution classique d'ailleurs, comme Boursorama, qui n'est pas filiale de la Société Générale, mais une succursale, pareil, les conditions sont dégradées pour le client, et bref. Et également, l'avantage que j'ai à cette banque Crédit Agricole, maintenant, c'est que j'ai une conseillère dédiée, donc c'est quand même autre chose. Mais alors, exception faite, donc juste pour finir sur le côté bancaire, donc là, Fortuneo, l'avantage, donc tu as les banques traditionnelles, les banques en banque en ligne, et tu as les banques mobiles, ce qu'on appelle les néobanques. Tu as comme par exemple, ce qui était connu N26, Revolut, etc. Moi, je te conseille pas du tout ce genre de banque pour différentes raisons. Déjà, contrairement aux banques en ligne, c'est pas des vraies banques, c'est des établissements bancaires. La nuance est importante. Tu as le plafond de garantie, généralement c'est jusqu'à 100 000 euros, mais si tu as un pépin, c'est quand même plus délicat. Tu as des comptes qui peuvent sauter, notamment quand il y a des... Alors ça c'est encore autre chose, c'est des abus du côté clientèle. Il y en a qui servaient ils prenaient des comptes perso pour une utilisation côté pro. Bon là effectivement c'est litigieux, tu violes les conditions générales, et donc la banque l'établissement bancaire peut suspendre ton compte. Revolut c'est un peu plus sérieux par rapport à ça, mais moi en tout cas ce que je te conseille, le meilleur des deux mondes, c'est la banque en ligne. Et donc là moi je suis chez Fortuneo. Boursorama je te conseille pas du tout. Pour avoir fait l'expérience quand j'étais en Indonésie, c'était le bordel pour ouvrir un compte. Si tu veux parler à un conseiller, laisse tomber, t'as autant interroger l'IA directement, hein. C'est les mecs, les personnes, que ce soit homme ou femme, tu sens qu'ils récitent des scripts, c'est des robots. Tu dois faire la croix et la bannière en gros pour amener du fric chez eux, ce qui est lunaire. Pour moi c'est lunaire. Est-ce que s'il vous plaît, est-ce que je peux déposer du fric chez vous? Voilà. Donc ça pose souci. Même pour le PEA, pour la bourse et tout, c'est pas les plus intéressants. Boursorama, c'est la banque de détail la plus connue parce que ils ont fait d'énormes efforts marketing. Et c'est d'ailleurs depuis qu'ils ont fait d'énormes efforts marketing, ils ont ventilé le budget, et c'est le système des vases communicants. Et vu qu'ils ont tout mis sur le marketing, et bien forcément ils ont baissé le budget en termes de clientèle, service aux clients. Voilà. Et moi je le sais parce que j'ai connu l'évolution depuis les années 2000. 2000 effectivement, 2000 jusqu'à 2010 c'était sérieux, Boursorama, et après ça s'est dégradé. Bref. Et donc la Fortuneo c'est très bien. Fortuneo avec la carte, notamment la carte Gold. Donc ça c'est pour le côté bancaire. Alors pour encadrer un petit peu le débat, ce que le voyage m'apprend sur le business et la liberté, il y a plusieurs choses. La première chose qui est importante, c'est de réaliser en fait qu'il y a une autre réalité qui est possible. Pour te planter le contexte, à l'époque, donc je travaille sur le web depuis 2003, donc j'avais 18 ans, c'est là où je me suis intéressé avec la création de sites de business en ligne, casino en ligne, trouver les failles, les modèles mathématiques, j'ai étudié les modèles mathématiques, la théorie de Hawkes, la probabilité sur les casinos, les jeux en ligne. Après 2004, création des sites internet, sous le domaine Carrefour, et 2007-2008, SEO, et tout ça pour redire que alors je sais plus trop l'année, je crois que c'est 2000, ça correspond à ça, 2008-2010, 2010 notamment.
J'étais tombé sur un blog de Jean Rivière, Web Marketing Junkie à l'époque, super intéressant. Et en fait, ce que j'adorais chez ce mec, alors il avait rien inventé en soi parce que c'est toujours pareil, le français va copier l'américain est toujours en avance. Mais il était très très bon dans cette capacité à transposer un concept américain qui existait, à se l'approprier et surtout à te partager cette vision. Il apportait une nouvelle vision qui moi me parlait beaucoup, c'est-à-dire en gros il se présentait, son slogan c'est "Salut, je m'appelle Jean et je travaille en voyageant", il était chauve, il est toujours d'ailleurs, et il apportait une vision du marketing, en fait une vision de lifestyle qui à l'époque en 2010 était novatrice, en tout cas en France, parce qu'il y avait, alors dans le monde il y avait déjà des digital nomades, mais ce concept était beaucoup plus marginal, beaucoup moins connu que maintenant, qui devient entre guillemets mainstream. Non seulement c'est pas rare, mais c'est même courant que quand tu vas à l'étranger, tu rencontres beaucoup de digital nomades, notamment, ça a été notamment popularisé par les influenceurs. Voilà. Mais ça existait déjà dans le milieu du web en général, les travailleurs du web, les développeurs et compagnie. Et ça, c'est vrai que c'est une vision qui me parlait beaucoup. En gros, c'est le rêve, c'était de te dire, putain, t'avais le PC à la plage et tu travaillais de n'importe où dans le monde. Comme ça, les règles étaient redistribuées. Et en fait, ça me parlait beaucoup parce que ça te renvoie à la question de pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu fais ce métier. Le plus important, c'est toujours le pourquoi. Le why en anglais, il y a une conférence là-dessus de TED ou TEDx, de je sais plus le nom, un mec qui expliquait sur le why, les cercles vraiment d'introspection, les raisons profondes qui motivaient chacun de tes choix. Et c'est très intéressant parce que ça te renvoie des couches, on va dire, profondes de raisonnement qui sont liées à tes expériences de vie, tes trauma ou pas, tes expériences, tes apprentissages, enfin bref, de l'ordre émotionnel, très très intéressant. Et moi, ce qui me plaît dans le business en ligne, d'ailleurs, je t'invite à te poser la question, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé de près ou de loin par le business en ligne, et par les notions de liberté, tout ça. Et la question, c'est de se poser, de se dire, ok, qu'est-ce qui me plaît dans ce que je fais en fait? Et de manière générale, qu'est-ce qui me plaît dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire à titre personnel, professionnel? Quel choix de vie j'ai envie de faire? Et le business en ligne, moi, ça m'a toujours intéressé depuis que j'ai, je dirais, on va dire 18 ans. Alors, j'ai commencé à toucher un PC à l'âge à peu près, je pense, de 10 ans, Windows 95, l'époque du modem, tout ça, un Minitel, et 12 ans avec les cours de techno, et vraiment avec le côté internet, je dirais business en ligne, 18 ans, avec le côté, j'ai compris que je savais pas encore comment, mais intuitivement, j'ai capté le potentiel énorme du gain financier. Je savais qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet. Je savais pas encore comment, je savais qu'il y avait différentes façons, mais je savais ce côté-là. Alors, ce qui m'intéressait, c'était ça, le côté gagner de l'argent en ligne. Pourquoi? Parce que au-delà du gain financier, parce que le gain financier, tu l'as pas que en ligne, hein, tu peux avoir dans l'immobilier, dans la bourse, dans tout un tas de domaines. Tu vois, tu as plein de personnes qui gagnent de l'argent et qui sont pas forcément dans le business en ligne. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, au-delà du gain financier, c'est ça où ça renvoie le côté plus profond. Le gain, c'est une question de surface finalement. C'est le côté jeu déjà, le côté en ligne. T'as pas l'impression vraiment de travailler. Alors à force, oui, au début, c'est surtout au début, parce qu'après, bon, tu t'associes ça quelque part la charge mentale, les responsabilités. Mais quand t'aimes ce que tu fais, quand entre guillemets t'es passionné, il y a un dicton qui dit fais ce que t'aimes et t'auras plus l'impression de travailler. C'est un truc comme ça, et c'est vrai. Donc t'as ce côté jeu, ça c'est intéressant. T'as le côté quand même pénibilité du travail, c'est-à-dire que voilà, travailler derrière un PC, que ce soit PC portable, PC fixe, que tu sois en France ou à l'autre bout du monde comme là à Maurice, le principe est le même. T'as pas cette pénibilité au travail, c'est beaucoup moins pénible à faire que celui qui travaille dans les champs. Et c'est l'avantage aussi du voyage, tu vois, ça te fait relativiser quand tu vois des mecs qui travaillent dur, voilà, dans les champs de coton, champs de maïs, tu vois, en Asie, qui ont des travails, et non seulement qui ont travail beaucoup plus dur que toi physiquement, qui gagnent moins forcément, et qui ont toujours entre guillemets le smile, qui ont une résilience, c'est le mot résilience. Donc ça, ouais, ça te fait vraiment relativiser par rapport à ça. Pour revenir au business en ligne, c'est ça qui me plaît, ce côté aussi pénibilité du travail qui est vraiment intéressant. Ce côté liberté, c'est surtout le mot-clé numéro 1 pour moi. La liberté est une valeur fondamentale. C'est-à-dire que quand tu travailles à ton compte d'ailleurs, sans forcément encore une fois travailler dans le business en ligne, il y a un choix à faire entre liberté ou sécurité. Tu peux pas avoir les deux. Tu peux y travailler bien sûr. Tu as des moyens comme là avec le SEO, avec le référencement. Tu peux vendre ce qu'on appelle du suivi mensuel avec des abonnements, c'est-à-dire tous les mois ton client te paye pour travailler sur ses sites, sur son référencement, sur sa visibilité. Et donc ça t'apporte une sécurité parce que le client qui te paye 2000 balles par mois, bah tu sais que tous les mois tu vas toucher 2000, voilà, c'est l'équivalent d'un salaire, même c'est pas vraiment le cas parce que c'est des revenus, tu as des charges, etc. Mais tu comprends l'idée. Donc tu peux te sécuriser par rapport à ça. Mais il n'empêche que, même si tu sécurises, voilà, avec l'expérience, ton expertise, etc., tu auras entre guillemets jamais, c'est pas tellement comparable, mais tu n'auras pas la sécurité apportée par le salariat, où le salariat, tu sais que quoi que tu fasses,
sauf si tu fais des boulettes bien sûr, si ton patron te vire, mais en général, tu as ton salaire qui tombe à la fin du mois, boum, tu te poses pas de questions, tu rentres chez toi, merci, au revoir, tu déconnectes. Alors que quand tu es à ton compte, tu n'as pas ce côté déconnexion, en fait, tu penses plus en termes de week-end, de jours de congé, de vacances, c'est lunaire pour toi. Ça, tu penses que quand tu es salarié. Et quand tu es à ton compte, par contre, tu sais que voilà, il va falloir travailler parce qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place. Alors si tu as des salariés, tu peux te reposer là-dessus, mais si tu es à ton compte tout seul comme moi, tu une approche artisan indépendant, parce que moi ça m'intéresse pas d'avoir des employés pour tout un tas de raisons, pour les charges, pour la gestion humaine. Aujourd'hui c'est compliqué de trouver des personnes fiables. La gestion humaine c'est délicat, et encore pour en voir récemment ce qui se passe autour de mon expérience. Avec voilà, par exemple, je ne vais pas citer non, mais effectivement avec une personne assez proche et tout, qui a des gros soucis avec un associé à lui. Voilà, moi l'expérience que j'ai par rapport à ça, tous ceux qui ont été associés, alors c'est pas le cas de tout le monde heureusement, mais il y en a beaucoup, la majorité, énormément, qui à terme ont des problèmes à ça, et ça c'est dans le cadre associé, si tu es à ton compte, tu as une boîte, mais également avec tes employés, trouver des personnes fiables, etc. Enfin bref. Et donc oui, pour en revenir à ça, sur le business en ligne, moi ce qui me plaît, c'est vraiment cette côté liberté, tu vois, ce côté de te dire, mais putain, en fait, tu vois, là je suis à Maurice 2 mois, je vais rentrer, ok, après tu peux être basé chez toi, voilà, pendant 6 mois, 1 an, peu importe. Et en fait, c'est d'avoir ce côté, le choix. Psychologiquement, ça change tout, te dire, mais putain, si j'ai envie de me barrer 2 mois là-bas, je peux y aller, je peux travailler d'où je veux, tu vois, t'as ce choix. Si t'as envie d'aller, je sais pas moi, un pote, voir un pote ou quoi, vas-y, tu peux. Là, tu vois, quand j'allais des fois chez mes ex-beaux-parents, si je restais des fois, j'en sais rien moi, même le week-end, je le prenais, ou vas-y, je prenais le PC si j'avais besoin, tu vois, c'est d'avoir ce côté souplesse, en fait, ça qui est super intéressant. Et ouais, pour moi, c'est que ça a que des avantages quasiment, parce que c'est un côté minimaliste aussi. T'as pas des frais de fonctionnement, t'as pas cette lourdeur qui est propre à un business physique, peu importe le business physique. Par exemple, je sais pas moi, tu veux ouvrir un salon de coiffure ou prestation de service dans ces trucs-là, ou un cabinet, tu vas avoir besoin de louer un local. Acheter ou louer un local, tu vois, tu as ce côté-là qui est quand même beaucoup plus contraignant, et surtout, et c'est ça effectivement qui est également intéressant, en fait, la liberté à tout niveau. Tu as la liberté géographique, temporelle et financière. Concrètement, tu as un business physique, tu es coiffeur ou tu es thérapeute et compagnie. Et thérapeute, ça gagne très bien. Franchement, là-dessus, voilà, mon ex a été thérapeute, a gagné très bien sa vie, et voilà, tu peux optimiser tout. Mais ça a quand même ses limites, c'est-à-dire que là, quand tu as un business physique, tu dépends de l'emplacement géographique. Et là, ce qui s'était passé d'ailleurs, on avait ce rêve de voyager justement ensemble, de faire cette expérience qu'on a fait en Asie. La limite, elle était principalement de son côté, parce qu'à l'époque, justement, elle avait un cabinet qui marchait très bien, un cabinet d'hypnose, et du coup, voilà, elle disait, je peux pas planter ma clientèle comme ça, partir pendant 1 an ou 2, faire ça à distance. Alors ça se fait à distance, mais c'est plus délicat, effectivement. Et quand il y a eu le Covid en 2020, ça a permis ça, parce que le Covid, ça n'a pas eu que du mauvais, ça a eu du bon aussi, des prises de conscience, ça a permis d'accélérer le télétravail, le travail à distance, ça a permis de changer une partie de la société, de changer les mœurs par rapport à ça, de changer la mentalité par rapport à ça, l'approche par rapport au business en ligne. Ça a apporté une nouvelle vision. Voilà, donc les crises, ça a toujours du bon par rapport à ça, ça permet des fractures de vision. Voilà, c'est ce qui contribue à accélérer des sociétés. Et bon, c'est un autre sujet ça. Et donc oui, et du coup après le Covid, donc en 2022, c'est pour ça qu'on est parti. Du coup, elle avait mis son cabinet en pause à la fin parce qu'elle en avait marre par rapport à toutes ces restrictions, ces normes, c'était compliqué. Avec les masques et tout, enfin bref. Et du coup, elle avait développé pendant la crise le travail à distance, l'hypnose en ligne. Bon, ça marche, elle a eu quand même, elle a pu maintenir cette activité, c'était plus un maintien d'activité avec la clientèle et tout, mais forcément, ça a été beaucoup moins rentable parce que elle avait une friction psychologique, surtout dans le cadre de l'hypnose. Tu vois, l'hypnose, c'est associé au côté mystique, à la mesmer, alors que l'hypnose thérapeutique n'a rien à voir. Et l'hypnose avec le côté en cabinet, le sofa, le truc, alors que l'hypnose en ligne, on dit, est-ce que ça marche ou pas? Voilà, t'avais quand même cette barrière psychologique. Donc ça, c'est la première chose, la limite du business classique, c'est la barrière, l'emplacement géographique. Si tu veux voyager, déménager ou quoi, t'es limité, t'es bloqué finalement par rapport à ton business. Et c'est problématique pour moi parce que, en tout cas, ça renvoie à des visions de vie. Pour moi, ton business doit être au service de ta vie et pas l'inverse. Et quand tu crées un business, donc quand tu te mets à ton compte, là je te parle vraiment à ton compte. Sur cette vidéo, je pars du principe que tu es entrepreneur et donc travaille dans le business du web, ou tu as envie de te mettre à ton compte et travailler dans le business du web. Si tu es salarié, ça va pas trop te concerner finalement. Mais quoique, si tu es salarié, c'est pareil, tu as cette notion de remote finalement. Voilà. Et donc oui, quand tu as un business physique, donc qui est lié à un secteur géographique, si tu veux déménager ou travailler à distance, tu peux pas. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc la liberté géographique, tu l'as pas, la liberté temporelle. Comme là, si tu veux partir faire le tour du monde, voyager pendant 1 an ou 2, tu peux pas non plus.
Voilà, t'es keblo. Que là, le business en ligne, t'as pas cette barrière géographique, t'as pas cette barrière temporelle. Et la troisième également barrière, qui est quand même très importante, c'est la barrière financière, la notion de scalabilité, d'automatisation, les fameux revenus passifs. Alors revenus passifs, il y aura énormément de choses à dire, ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Les revenus passifs, c'est une réalité, encore une fois, c'est pas un mythe, j'en suis la preuve vivante, j'en ai fait l'expérience. Alors c'est pas par contre vraiment passif comme on l'entend, parce que ben voilà, il faut quand même travailler dessus. Mais par contre, ce qui est important, c'est surtout ça, c'est qu'il y a une certaine inertie. Je vais te prendre un exemple concret. Deux exemples concrets. Dans mon activité pro, j'ai développé notamment ce qu'on appelle des infoproduits, donc des produits numériques. Tu vends des produits d'information, enfin des produits dématérialisés. J'avais commencé en 2013, ouais, dans ces eaux-là, j'avais créé un blog là, et j'avais commencé avec, c'était packagé sous forme de méthode, mais c'était ni plus ni moins qu'un e-book PDF, et je le vendais 29 €. Sur Amazon Kindle, 9,99, c'était le prix capé maximum, je ne pouvais pas vendre plus de 10 à l'international sur toutes les plateformes. C'était pas le plus rentable, mais ça a fait quelques avis, voilà, pour la crédibilité également. Et alors je m'étais amusé en plus à l'époque avec l'algo, l'Amazon S9, pour le placer en top 6 des ventes. Bon, Amazon m'avait flagué, j'avais été un peu bourrin. Mais par contre, la méthode, c'est intéressant. Quand je l'avais donc packagé à 29,90 dans ces eaux-là, j'avais vendu, je crois, pour 400 balles par mois. C'est pas énorme, mais à l'époque, en 2013, surtout que je poussais pas le truc à fond. C'était vraiment un titre artisanal. Pour moi, c'était énorme parce que, au-delà du montant, ce qui est important, c'est de te dire, mais en fait, ça te montre le potentiel, ça te montre que c'est possible. Tu vois, j'avais pas poussé le truc, ça montrait qu'en fait, si je voulais vraiment générer un salaire avec des infoproduits, tu vois. Et ça, c'était génial parce que ça demande très peu de contraintes. Enfin, les infoproduits, pour moi, c'est le meilleur business au monde. En tout cas, c'est l'un des meilleurs business. Alors, c'est pas parfait comme tout, hein, parce que tu as quand même le SAV s'il y a quelqu'un qui se plaint et tout. Mais franchement, très très bon. Après, ça dépend les prix aussi. Tu vois, les prix quand tu es à moins de 100 balles, tu vas avoir très très peu de friction. Ça qui est intéressant, il faut faire du volume. Mais ça se vend déjà très bien. Il y a beaucoup moins de barrières à l'achat. Et le SAV est quasiment inexistant parce que les gens vont très peu se plaindre à moins de 100 balles, tu vois. Pour eux, là, voilà, ils sont déjà, enfin, il faut que ton produit quand même soit de qualité, hein. Le but, c'est pas que tes clients, si ton produit est de qualité, les gens se plaignent pas. Et moi d'ailleurs, j'ai eu aucune plainte, on va dire, par rapport à ça. Mais sinon, voilà, SAV très peu. Et alors après, ah ben oui, donc du coup, j'ai 3 exemples, j'en ai plusieurs finalement. Deuxième exemple, c'était avec l'hypnose, justement, je ne vais pas détailler la niche exacte, mais très très intéressant. Et ouais, ça a été très rentable, ça avait généré plus de 100, ouais, plus de 100 000, c'était 120, 130, 140, je sais plus, non, pas 150, je crois, dans ces eaux-là, ouais. Donc une centaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires, et sur plusieurs années. Et du coup, pareil, avec plusieurs sites d'infoproduits, et très très rentable, très très peu de SAV. La plupart du SAV, enfin, principalement, c'était les gens qui demandaient leur lien pour télécharger leur MP3 et leur séance, tout ça, et parce que soit il avait zappé, soit, enfin voilà, bref. Donc voilà, ça se fait, hein. Très très rentable. Et un autre exemple plus récemment, c'était quand j'ai vendu que c'est toujours le cas, mais c'est moins rentable aujourd'hui, quand j'ai vendu notamment avec le voyage en Asie 2022 à 2024, des formations en ligne, des coachings, mais principalement des formations en ligne. Et pareil, donc avec mon activité, l'autre chaîne que j'ai, je m'en suis servi de chaîne d'acquisition, et j'avais généré sur l'année 2023, donc de chiffre d'affaires, hein, c'était 45 000, tu vois. Donc pareil, c'est pas énorme, mais à titre individuel, c'est très... pour moi, c'est très satisfaisant parce qu'encore une fois, très rentable, très peu d'efforts. L'effort principal, c'était de créer les produits à l'instant T. Les formations, alors là, c'était des grosses formations. Moi, j'étais sur du high ticket, ce qu'on appelle du high ticket, donc des produits à plus de 1000 balles. Moi, j'étais à 1005 à l'époque. Là, ça a augmenté à quasiment 2000, à 1009. J'étais à 1005 hors taxe. Et là, maintenant, je suis en TVA parce que justement, j'ai dépassé le seuil de TVA avec 39 000 et quelques. Et pareil, tu vois, le seuil de TVA, ce qui est marrant, c'est que je l'ai dépassé quand j'étais en Indonésie à l'étranger, tu vois. Et ça se fait finalement. En fait, c'est ça, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est pour te montrer que tout, tu vois, quand j'étais en France, je me dis, oh putain, le passage en TVA, ça va être une galère et tout. Effectivement, c'est toujours des moments de stress, c'est comme tout, c'est les premières fois. Quand c'est toujours tes premières fois, c'est toujours un moment de stress, tu vois. Ta première fois quand tu fais crac-crac, c'est un moment de stress. Ta première fois quand tu fais la TVA, c'est un moment de stress, c'est normal. Mais ce qui est quand même marrant, c'est que toutes les évolutions majeures, et notamment dans mon business, enfin, professionnelles et personnelles, je les ai faites quand j'étais à l'étranger. Et finalement, c'était plus facile, tu vois. C'est ça qui est fou. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, tu te fais toute une montagne, ton cerveau, c'est l'ego, il flippe. Il dit, oulala, comment je vais faire. Mais en fait, quand t'es dans le truc, ça se fait, en fait. Ça se fait.
et c'est assez fluide. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, tu te rends compte, on apprend beaucoup sur toi-même au travers du voyage. C'est pour ça que le voyage m'apprend sur le business et la liberté, c'est t'apprends beaucoup sur toi-même en général. C'est ça te montre que déjà, il y a une autre réalité qui est possible. N'écoute surtout pas tes proches qui vont te dire, ouais, mais tu rêves, ouais, mais tu fais n'importe quoi, ouais, mais tu te rends pas compte, tu vas ça, ouais, mais tu te rends compte. Mais non, en fait, qu'est-ce que t'en sais rien du tout. Est-ce que t'en as fait l'expérience? Non, t'as pas fait l'expérience, donc tu sais pas de quoi tu parles. Eux, ils veulent bien faire, mais le problème, c'est qu'ils projettent leur peur déjà, leur propre limitation, leur propre vision du monde, leur propre carte mentale. Et je te promets par expérience que c'est pas le cas. Il y a une autre réalité qui est possible. Je te dis, le voyage, réussir entre guillemets ta vie, en tout cas gagner ta vie, par exemple en voyageant, c'est possible. Je te dis pas que tu vas forcément gagner des millions, des trucs comme ça, mais gagner autant, voire plus que ce que tu gagnes, oui. Et ça va t'apporter tellement au niveau mindset, richesse personnelle. Ce genre de voyage, t'as un avant et un après. C'est sûr. Tu sors pas indemne de ce voyage, mais dans le bon sens, vraiment. Et t'intègres beaucoup de choses. Tu vois là. Je te parle d'exemple à titre professionnel, mais à titre personnel, c'est ça aussi qui est le plus important finalement. Tu fais déjà des rencontres. Moi, donc j'ai rencontré un ancien collègue, Paul, avec qui depuis on est toujours en relation et tout. Donc voilà. À la base, c'est professionnel, là c'est les deux. Personnel, ça devient un petit peu un pote aussi. Là, tu vois, récemment, un exemple très récent. Donc je suis à Maurice. J'avais rencontré quand j'étais venu en janvier, il y avait un autre collègue qui était à Maurice pour rencontrer. Où là, bon, j'ai hésité à le rencontrer parce que on s'entendait super bien, mais il y a eu un bis-bis. Il a fait des choses pas forcément très propres, très nettes à titre professionnel. Ça m'avait un peu refroidi. Et voilà. Donc là, ça renvoie plus à des questions d'éthique. Mais sur le principe, voilà, une grosse pointure du milieu dans mon domaine qu'on pouvait se rencontrer. Mais pareil, ça, on avait mis ce lien parce qu'à l'époque, je l'avais interviewé quand j'étais en 2020, ouais, 2023 pour moi c'était une très grosse année. 2023, donc à cette époque, j'étais en Thaïlande, dans la province de Koh Samui, mais pas Koh Samui, non, c'est une connerie, je sais plus. À Honang, ouais, c'est ça, à Honang, ouais, la province de Koh Samui, mais pas l'île de Koh Samui. Enfin bref, et donc j'avais fait une série d'interviews, et notamment lui qui m'avait démarché d'ailleurs. Ça qui est fou, tu vois, c'était une pointure du milieu. C'est toujours une pointure, c'est juste qu'elle est très controversée, parce qu'elle a fait des choses pas très glorieuses, on va dire, très nettes, mais il est très 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 bon dans son domaine. Mais par contre, voilà, c'est un business qui est assez un petit peu border. En gros, il publie un max de sites sur Discover, des fake news, des compagnies qui génèrent des millions de visites par rapport à ça. Et parce qu'il joue sur l'économie d'attention, mais pas forcément dans le bon sens. Et voilà. Mais du coup, ouais, donc c'est lui qui m'avait démarché. Alors pareil, si j'étais resté en France, j'aurais jamais eu ces opportunités parce que j'étais dans un état d'esprit d'ouverture, de tout est possible, et sans attente. C'est ça aussi le plus important, c'est de pas avoir d'attente, parce que c'est ça aussi la magie de la vie, c'est que en fait, c'est le pouvoir du lâcher prise. Alors ce que je dis, ça peut paraître bateau, mais encore une fois, j'ai lu énormément de bouquins sur le développement personnel, sur la spiritualité. Alors notamment quand j'étais à Montpellier, donc de 2008 à 2012, 2013, 2008 à 2013. Et pareil, quand j'étais avec mon ex, après le côté spirituel. Et en fait, tout ça, c'est bien de lire des bouquins, mais encore une fois, quand tu testes pas, ça reste de l'information, de la connaissance. Et pour que la connaissance devienne entre guillemets une compétence, tu intègres, il faut en faire directement l'expérience. Et en fait, c'est vraiment ça, parce que oui, tu vois, il faut lâcher prise, avoir confiance, vivre le moment présent, c'est bien, mais c'est des concepts, ça reste abstrait. En fait, tant que tu n'en vis pas, tu sais pas. Et pareil, le moment présent, ça, je pourrais en parler dans d'autres vidéos. J'en ai fait l'expérience où j'ai vraiment vécu le moment présent quand j'ai eu des accidents, entre guillemets. C'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est le moi supérieur qui passe, qui prend le contrôle, et tu passes en état. C'est difficile à dire avec des mots tant que tu vis pas l'expérience. Tu vois, j'en ai des frissons quand j'en parle, mais en gros, tu passes dans un état de super conscience, en fait. T'as plus aucune peur, t'as plus aucune pensée, tu sais exactement ce que tu dois faire. T'as une vision 360, toutes les couleurs, tout est beaucoup plus clair, beaucoup plus... tu fais l'effet slow motion, enfin bref, c'est un délire. Et, mais du coup, ouais, tout ça pour dire que t'es dans un état d'esprit où tu te dis, ouais, le pouvoir de lâcher prise, c'est ça, en fait. C'est quand t'es dans cet état de flow, où t'es aligné, où t'as pas d'attente, t'es juste comme ça, t'es là, t'es dans l'ouverture, tu kiffes. Et bien en fait, les opportunités viennent à toi. Je te jure, c'est un truc de fou, c'est con, mais c'est la réalité. Et souvent, c'est ça qui est fou. C'est là où tu te dis, on est vraiment con, on est vraiment maso, parce que, en fait, on croit bien faire, de dire, ouais, vas-y, faut que je fasse ça, t'as des attentes et tout. Mais en fait, plus tu veux quelque chose, et plus tu crées des frictions, plus tu crées des obstacles, parce que tu es dans le contrôle. Et plus tu es dans le contrôle, plus tu crées une barrière mentale aux opportunités. En fait, les opportunités, elles sont à toi, elles veulent venir à toi. En fait, c'est comme si toi, tu mettais une barrière, une grille. Je te jure, c'est un délire. Alors qu'au fond, tu ne veux pas ça, on veut pas ça. Mais inconsciemment, on crée ça. Tu vois, le fait d'émettre, en fait, de créer de la résistance. Alors, je dis pas qu'il faut pas vouloir des choses, il faut bien sûr, il faut vouloir, il faut avoir la volonté. Lâcher prise, c'est pas, en fait, ne rien faire, ne pas avoir de volonté. C'est juste ne pas avoir d'attente. La nuance, elle est là, elle est très importante. C'est de te dire, ok, je fais quelque chose, mais j'attends pas forcément après le résultat. Tu vois, l'exemple concret, là, ce podcast,
sur cette chaîne YouTube, ben, je suis vraiment dans ce mood. C'est un projet plaisir, tu vois, je suis pas dans le côté vente. Je dis pas que plus tard j'aimerais pas des trucs sur cette chaîne, je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est pas la raison première en tout cas de la création de cette chaîne, de ce podcast. C'est vraiment le côté plaisir, c'est tester, c'est une envie que j'avais depuis un moment, depuis même quand je suis depuis un moment, depuis 2010, 2012, même plus, j'ai toujours envie de créer des vidéos. Mais à la base, ouais, je dirais un peu, je situerais ça, ben, quand j'ai eu le blog finalement, Jean Rivière, ouais, Marketing Junkie, à peu près dans ces eaux-là où il m'a planté la graine 2010. Je voulais faire des vidéos, mais à l'époque, pour tout un tas de raisons, j'avais pas assez confiance, je savais pas trop voilà quoi dire, j'avais pas l'aisance et tout. Mais c'était de vivre de YouTube finalement, tu vois. C'était de vivre de YouTube qui me parlait. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est que je t'ai dit, j'avais créé cette chaîne YouTube en 2007, juste avant de tomber sur l'SEO, donc le côté Google. Et après, l'expérience a fait que je me suis pris au jeu de Google, le côté technique, mais à la base, c'était surtout ce côté créatif, partager les vidéos et tout. Et après, j'ai eu l'autre chaîne, donc du coup, j'ai créé la chaîne Pro en 2020, c'est comme ça. Et je me suis servi de YouTube comme canal d'acquisition et avec le côté objectif de vendre des services. Donc tu vois, c'était pas du tout la même approche. Alors oui, ça me permet de vivre de YouTube, mais c'est pas la même approche. Là, tu vois, c'est plus le plaisir de créer des vidéos. En fait, la chaîne que j'ai à titre professionnel, l'approche, c'est ok. Je me sers de YouTube et l'idée, c'est que chaque vidéo me rapporte des prospects. Tu vois, en gros, je me sers de YouTube pour vendre mes services. Là, avec cette chaîne YouTube, l'approche est différente. C'est je veux créer cette chaîne YouTube, je voudrais en vivre pour créer justement. Et donc, je voudrais après derrière chercher à rentabiliser cette chaîne YouTube pour permettre de continuer à créer des vidéos. Mais tu vois, c'est différent. C'est pas ok. J'ai un truc à vendre et je vais me servir de YouTube. Là, c'est non. J'ai cette chaîne YouTube. Je voudrais vivre justement parce que ce projet me fait plaisir de partager l'expérience côté philosophique, podcast et tout. Mais forcément, vu que ça prend du temps et que le temps ça coûte de l'argent, et pour continuer à maintenir cette activité, il faudrait que je réussisse à la rentabiliser. Tu vois, mais l'approche est différente. C'est rentabiliser, gagner de l'argent avec cette chaîne. Pourquoi? Pour continuer à l'alimenter. Et pas alors que l'autre chaîne, c'est différent. Je me sers de la chaîne comme voilà, un petit peu canal de croissance. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent d'ailleurs les petits apartés sur les projets gratuits, les trucs gratuits, on dit souvent gratuit c'est toi le produit et ça tient souvent très rarement sur le long terme parce que il y a toujours une réalité économique derrière. Tu prends la création de site web, il faut un hébergement, ça coûte des ronds, enfin bref. Donc il faut toujours se payer finalement. Et c'est pour ça que souvent quand tu as des projets qui t'intéressent, tu as soit l'économie du don, alors ça marche très peu, faut vraiment que ça soit à l'échelle, voilà, pour que ça soit rentabilisé. Et c'est souvent pour ça que tu as des soutiens où tu payes la personne, soit le système d'abonnement, où tu payes des trucs, enfin bref, pour que la personne continue à maintenir son activité. Mais bref, on n'en est pas là pour l'instant. Là pour l'instant, je peux me permettre de faire ce projet à titre voilà, gratuit parce que voilà, j'ai d'autres activités à côté. On verra par la suite, mais en tout cas, voilà. Et pour en revenir au sujet initial, tu vois là récemment, donc j'ai eu le cas encore hier, donc le voyage effectivement à titre voilà, personnel également, alors même juste oui c'est ça que je voulais dire, désolé je m'égare, c'est ma façon de penser, c'est pour ça que cette vidéo c'est vraiment en mode freestyle. Pareil, quand j'étais en Indonésie donc en 2023, j'ai eu un déclic, alors je sais plus comment à force que tellement de trucs, et on voulait gagner de l'argent avec la bourse avec mon ex, mais pas n'importe comment. En gros la bourse, t'as deux façons de gagner de l'argent. T'as la façon la plus connue avec le trading, tu boursicotes, t'achètes des actions, t'espères que c'est la bonne action, elle va monter et tu vas espérer gagner de l'argent avec, tu vas acheter, revendre. Ça c'est pas l'approche que j'ai privilégiée, moi c'est une approche plus passive avec notamment du buy and hold, tu t'exposes à des marchés, t'achètes des ETF, des paniers d'actions. Des paniers d'actions, tu les achètes, tous les mois t'investis et tu pars du principe que la bourse c'est un marché haussier sur long terme. Et en gros, tu touches un rendement de l'ordre de 10% en moyenne par an, et avec la notion d'intérêt composé. Et donc, j'avais investi une formation là-dedans à l'époque de 1500 balles, que je ne regrette pas du tout, ça m'a évité de faire bien des erreurs. Et donc, j'ai investi pas mal d'argent là-dedans. En capital, j'ai dû commencer avec 10 000 à la base pour tester. Et mine de rien, après j'ai investi rapidement parce que j'avais eu des très très bons rendements. J'avais eu, je pense, c'était entre 23 et 27. Là maintenant c'est moins rentable, on est plus sur du 10%. Mais 23-27 et j'avais investi je crois plus de 100K en capital. Et donc ouais c'est intéressant. Ça te fait un revenu, mais c'est surtout pour l'instant je le vois plus comme un capital retraite, parce que même si le rendement est intéressant, la réalité c'est que pour vraiment que ça te génère l'équivalent d'une rente, il faut que tu aies un très très fort investissement en capital. Quand je dis très fort, je crois que j'avais fait une simulation, je ne dis pas de bêtises, c'est de l'ordre du million, quoi, tu vois, pour avoir l'équivalent d'un salaire. Donc tu vois, c'est quand même pas, voilà. Mais en capital retraite, ça fait quand même un pécule qui est intéressant et ça protège ton argent de l'inflation, de l'épargne, ça se casse la gueule. Bref, et parce que là, si tu fais rien, si tu n'investis pas, c'est encore notre sujet.
tu perds de l'argent, tu vois. Si tu raisonnes en termes de rendement net d'inflation, sans parler des intérêts composés, tu laisses ton compte, ton argent sur le compte épargne, tu perds de l'argent chaque année. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc ça m'a pris ça au niveau personnel. Et pour revenir à ça, au niveau également relationnel, donc là, Maurice, hier soir, pareil, il y a un mec, un collègue, très pareil, une pointure dans le milieu, et qui me contacte, il me dit ouais, il savait que j'allais à Maurice, il me dit préviens quand t'arrives, quand t'es à Maurice. Et je dis bah écoute, je suis à Maurice là maintenant. Il me dit ah c'est cool et tout, mais t'es jusqu'à combien de temps? Enfin bref, je dis voilà, je compte 31 mai et tout. Il me dit ah c'est cool 2 mois et tout. Bah, il dit vas-y, pour l'instant en ce moment c'est chargé et tout. À mon avis je le sais, le mec il doit être à fond sur Cloud Code. Et du coup il me dit vas-y, il n'y a pas moyen, on se capte d'ici une dizaine de jours. Voilà, il me dit après pareil, il y a un événement, la Web in Mauritius en mai. Je t'en parlerai, pareil, j'ai dit vas-y, ok, tu vois. Et c'est ça qui est super intéressant avec, c'est ça aussi pour ça que je fais le voyage, ce genre d'expérience, c'est pour les rencontres, les opportunités que ça crée. Pas forcément avoir des attentes, mais juste être dans le plaisir de l'ouverture, des rencontres, du mouvement en fait. C'est ça qui est cool, c'est que ça te stimule faire des rencontres, avoir une autre ouverture d'esprit. Tu te nourris de ces personnes-là, tu vois, mais dans le bon sens, avoir des retours, le plaisir d'échanger, parce que chaque personne a un vécu différent. Lui, ça va être au niveau professionnel, je sais qu'il a beaucoup à m'apporter, mais même au niveau personnel, des histoires de vie, moi j'adore, c'est passionnant, le fait de rencontrer des personnes comme ça, tac. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que il suffit, en fait, tu te rends pas compte, c'est complètement sous-côté ce truc, mais il suffit qu'une personne, à un moment donné, tu vas avoir une discussion, et elle va te dire un truc, une phrase, un truc, ça va te faire tilt, poum, ça va te planter un truc, ça va te débloquer, ça va planter une graine, ça va te débloquer quelque chose. Et rien que ça peut vraiment littéralement changer ta vie. Mais je te jure, c'est pas des conneries. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ce genre de voyage. Bon, je vais essayer de recadrer, tu vois, ce podcast qui part toujours dans tous les sens. C'est mon défi. Contrairement à ma chaîne pro où c'est scripté un petit peu, c'est cadré, tu vois. Là, ça part dans tous les sens, mais c'est aussi ce que je voulais, le format RAW. Dis-moi dans les commentaires si ça te va ou pas. Si tu veux à l'avenir que j'essaye de cadrer plus, je ferai l'effort de refaire des scripts par rapport à ça. Donc, les principales idées que j'avais notées ici, ça je t'en ai parlé, je suis revenu 2 mois à Maurice pour changer d'environnement, oui. Je t'en ai parlé dans une précédente vidéo, changer d'environnement, effectivement, c'est très très important, c'est très très sous-coté. En fait, que l'environnement influence complètement. Putain, mais d'ailleurs, ici, c'est un délire. Un coup, il pleut, un coup, il fait beau. L'environnement influence, une influence très, très importante sur toi, en fait, sur ton mode de vie. Alors, je pense qu'après, ça dépend peut-être de la sensibilité des personnes. Moi, je suis très sensible par rapport à ça. Si je suis dans un environnement qui est, comment dire, bénéfique pour moi, prolifique, comme là, le voyage, poum, au niveau professionnel ou relationnel, je vais, entre guillemets, exploser, ça va me réussir à titre personnel et professionnel. Alors que ce qui est fou, c'est que, oh enculé, faut que je fasse le câble, il est juste celui-là, j'ai changé de câble, bref. Alors que je fais rien de plus, c'est ça qui est fou. C'est pour ça que je fais de ce podcast partager ça, c'est te montrer qu'en fait, c'est une histoire vraiment d'état d'esprit. C'est pas forcément travailler moins pour gagner plus, même si c'est toujours l'idée, mais c'est surtout travailler différemment, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, je finirai également là-dessus, c'est de te poser la question, alors je te dis pas que le voyage, c'est la solution parfaite, la solution à tous tes problèmes. Moi, je dis dans mon cas, et dans ton cas, je te dis juste que si, au moment où tu regardes cette vidéo, tu n'es pas bien dans ta vie pour une raison X ou Y, je sais pas moi, ta femme t'a quitté, j'en sais rien, moi, t'es en garde alternée, ou un truc plus simple, le truc le plus probable, ton job actuellement, que tu sois salarié ou pas, il te plaît plus, tu fais, je sais pas moi, t'es comme moi, t'es dans la crise de la quarantaine, et voilà, tu te poses des questions sur ta vie, sur tes choix de vie, tu sens que tu arrives à un carrefour de vie, c'est pour ça que j'ai fait ce voyage à Maurice, je sens que, voilà, depuis que je suis rentré d'Asie, je suis un carrefour de vie, j'ai des choix importants à faire qui vont déterminer la direction des 10 prochaines années de ma vie. Et ça a été le cas d'ailleurs en 2015, intuitivement je le sens. Et tu sens que voilà, tu as besoin de prendre du recul, de prendre des expériences, prendre du plaisir, voilà. Moi, ce que j'invite à faire, c'est faire ce genre d'expérience, tu vois. Ne serait-ce que tu n'es pas obligé de forcément de partir 1 an ou 2, tu vois, comme là, Maurice, 2 mois. Tu prends pas trop de risques en vrai. Et c'est une expérience qui est forcément bénéfique, qui t'apporte, tu sors toujours grandi de ce genre d'expérience, tu vois. Pour tout un tas de raisons. Pareil, quand j'étais en Indonésie, alors c'est pas le but, hein, et puis heureusement c'était des trucs bénins, mais tu vois, j'avais eu alors en Indonésie, je m'étais pété le petit orteil, et donc j'avais été passé voir un Doppler, tout ça, et j'avais fait l'expérience du coup médicale à l'étranger, tu vois. Et en fait, c'était un truc de fou. T'es reçu comme un pacha, t'as 3 chirurgiens qui viennent te voir, les papiers, ils s'en balèquent, tu vois ça après. Enfin, tu vois, c'est lunaire par rapport à la France, mais dans le bon sens du terme. Pareil, une fois c'était au Sri Lanka, j'avais eu un abcès, j'avais mangé une mangue, enfin plusieurs mangues en fait, on s'était fait un régime de mangue avec mon ex, les meilleures mangues que j'ai mangées de ma vie, c'était à Candy,
Oh, les mangues, mon pauvre, mais t'imagines même pas, c'était des fruits du paradis, quoi. Et hyper sucré, très très bon. Il y avait un petit shop, là, je me rappelle, où on était. Et c'était à côté d'une villa, on s'était fait plaisir, tu vois, on s'était pris une villa. Mais donc, ouais, il y avait un morceau qui était resté coincé entre les dents. J'avais pas fait gaffe, et donc un abcès. Et pareil, donc j'avais. Bon, là, j'étais en version confort, on va dire, je m'étais fait plaisir. Et donc, j'avais contacté le mec de la villa. Et le proprio, il m'a dit, ouais, pas de souci, je vous amène voir un dentiste. Il y avait un dentiste à côté, là, juste à côté, à même pas aller à 5 minutes. Il m'avait amené et tout, et pareil, le mec, il me reçoit direct, boum boum, il me fait le truc, tac tac tac, il m'a même pas les papiers et tout, il me dit, on verra ça après. Et après, tu fais les papiers, et j'avais dû payer, je sais plus combien c'était pas excessif, c'était peut-être, j'en sais rien, 40 balles, tu vois. Et voilà. Et donc, ça, ouais, c'est vrai que tu te dis, mais c'est trop bien, quoi, que contrairement à la France, alors c'était dans les grandes villes, ça va à peu près, mais sinon, t'as pas la fin là où je suis actuellement, c'est le désert médical, t'as pas intérêt, t'as intérêt à être en bonne santé et pas avoir un truc. Parce que probablement que là où je suis, tu peux crever. Hein. Les urgences, c'est un délire. Mon ex, elle avait un truc au genou, heureusement, c'était pas grave. On y avait été, je l'avais amené à la clinique, à une clinique privée. Elle avait été refusée, il fallait attendre 7 heures minimum. J'avais amené du coup à l'hôpital, pareil. Enfin, c'est un délire, quoi. Bref. Donc, ouais, pour tout un tas de raisons à ce niveau-là. L'environnement, ça joue un rôle primordial sur la réussite, ça c'est clair. L'influence de l'environnement est sous-cotée et j'ai tout posé pour me reconstruire est une narrative. Et donc ouais, le dernier sujet que je voulais parler de cette vidéo, c'est la raison d'être de ce podcast et la raison d'être de ma venue à Maurice. Et si tu regardes cette vidéo, tu te reconnais peut-être en ce moment là-dedans, et dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. C'est le fait de me dire que j'ai tout posé pour me reconstruire, c'est-à-dire que je suis parti à Maurice dans cette optique-là, d'y aller encore une fois, pas avec des attentes, j'y vais avec des questions, c'est clair. J'y vais dans l'espoir de trouver des réponses, trouver une nouvelle direction, et j'y vais surtout dans ce côté ouverture, pour moi, dans une forme d'introspection, pour prendre du recul et de faire le point sur ma vie et de voir est-ce qu'il y a autre chose qui est possible de faire à ce niveau-là, vu que je suis un peu, entre guillemets, pour l'instant un peu paumé dans une nouvelle direction, parce que voilà, le taf que je fais actuellement, c'est quelque chose qui me plaisait à l'heure actuelle, que je connaissais pas. Je me suis pris au jeu et que maintenant, bah voilà, j'ai fait le tour du sujet, du domaine, et moi j'ai besoin d'avoir des challenges, des défis dans ma vie, sinon je m'emmerde, je me fais chier. Et je sais que je veux rester dans le business en ligne, ça m'a toujours plu, ça me plaît toujours, mais changer, tu vois, le SEO, ça me plaît plus. Faire autre chose, mais je sais pas encore trop comment packager le truc, j'ai à peu près des idées, mais c'est pas encore très clair. Et voilà, c'est comme toi, si t'es dans la branche artisan, mais t'es plus plombier, tu vas être électricien, enfin tu vois, voilà, ça dépend à ce niveau-là. Et pour l'instant, bah, je croise les doigts. Là, tu vois, comme là, je suis très content je vais rencontrer, donc je sais que j'ai rencontré Kevin d'ici une dizaine de jours. Ce mec-là, je sais que ça va être très intéressant. J'ai pas d'attente particulière, mais juste le plaisir de la rencontre, en fait, c'est ça que je suis venu chercher, le plaisir de la rencontre, le plaisir de nouvelles expériences, tout simplement, le plaisir de la découverte. Retrouver, tu vois, cette joie de l'enfant intérieur aussi, de découvrir d'autres trucs. Que le problème, c'est quand on est à l'âge adulte, avec la responsabilité, le fait de payer les factures, tout ça, bah, tu as ce poids finalement sur les épaules qui fait que tu oublies un peu de prendre du plaisir, cette joie d'intérieur, cette joie d'enfant, la joie tout simplement, au sens pur, d'être heureux. Et là, pareil, le fait qu'il y ait un événement Web in Mauritius en mai, ça me fait plaisir. C'est quelque chose pour moi parce que les événements, on n'a quasiment pas fait. Le dernier événement que je me rappelle, je crois que c'était à Paris, le SMX, c'était en 2010, tu vois, ça remonte. En général, je suis plutôt un chasse sauvage ou dans ma grotte, tu vois. Donc pour moi, ça demande entre guillemets un effort, mais un bon effort. Et je sais que ça me fait du bien. Tu vois, ce côté-là, j'en ai besoin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo qui est encore une fois, je pense, bien assez longue. Dis-moi en commentaire si ce format te plaît ou pas. C'est des formats, ce que j'appellerais des formats freestyle qui sortent de ma tête. Vraiment, tu vois que c'est en total impro. Donc ça part un peu dans tous les sens, mais c'est un format brut que je voulais aussi. Si ça te plaît, tant mieux, je continue là-dessus. C'est l'essence que je voudrais dans ce genre de podcast, dans ce format de podcast, format freestyle. Si ça te plaît pas trop, tu voudrais que ça soit un peu cadré, plus cadré ce que je comprends, n'hésite pas dans ce cas-là à me le dire et j'essaierai de retourner au script, de cadrer tout ça, cadrer des idées. Voilà, tout simplement. Allez, je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao.